Dans cette vidéo, nous allons traiter la reproduction sexuée des animaux. Sexuée, ça veut dire intervention de cellules sexuelles, ovules et spermatozoïdes. Mais attention, dans cette vidéo, nous allons voir des exemples sans accouplement. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous avez ici un oursin, comme on en voit régulièrement sur les rochers de bord de mer. Donc cet oursin a la particularité d'avoir un squelette situé dans la peau. C'est un squelette calcaire que l'on appelle un test. Et sur l'oursin, il y a des piquants, d'accord? Et ces piquants servent à la défense. Alors ici, j'ai un piquant, donc il était accroché là au niveau du test, et c'est un piquant d'un oursin qu'on appelle l'oursin crayon. Alors pourquoi crayon? Tout simplement parce qu'en fait son piquant ressemble à un bout de bois qu'on utilisait pour faire les crayons avant. Si on regarde sous l'oursin, on va distinguer au centre une bouche qu'on appelle la lanterne d'Aristote et qui contient 5 dents. L'oursin est un animal à symétrie pentaradiée, c'est-à-dire qu'on va trouver 5 axes, et donc à l'intérieur de l'animal, on va trouver également 5 gonades. Ici, vous avez un test d'oursin vu de l'extérieur. Alors, comment interpréter ce test? Comment est-ce qu'il est construit? On repère très bien ici les 5 axes dont je vous parlais. Autour de chaque axe, il y a des petits trous qui permettent de faire sortir des pieds qu'on appelle des podia, des petites ventouses. Et vous avez entre ces axes des petits renflements qui ressemblent à des mamelons. Ce sont les endroits où étaient accrochés les piquants. Au sommet de l'oursin, vous avez une ouverture, c'est l'anus. Donc dessous, vous avez la bouche, l'appareil digestif traverse l'oursin et les déchets ressortent par l'anus situé au sommet du test. Alors, on observe une sorte de forme en étoile, plus ou moins arrondie, une fleur, avec des petits trous. C'est ce qu'on appelle les plaques madréporiques. C'est par là que vont sortir les cellules reproductrices, soit spermatozoïdes, soit ovules. Donc là, vous avez la photographie d'un oursin dont les podia, c'est-à-dire les petites ventouses, sont sorties. Alors c'est un oursin qui a de tout petits piquants. Ils sont là, ils sortent, vous les voyez, mais vraiment tout petits. Son nom scientifique, c'est un Trypnostes gratila. Alors on l'appelle gratila parce que si vous le cassez, alors il faut savoir que quand on pêche dans le lagon, on casse les oursins pour attirer les poissons. Si vous cassez cet oursin et que vous restez à proximité, vous allez vous prendre une crise de gratte. C'est pour ça qu'on l'appelle gratila. Je viens de vous montrer en image un oursin classique comme on a l'habitude d'en voir sur les rochers en bordure de littoral. Là ici, vous avez un oursin plat qu'on appelle un dollar en langage mauricien, donc de l'île Maurice dans l'océan Indien. Cet oursin ne vit pas sur les rochers, mais dans le sable. On retrouve très bien la symétrie pentaradiée, c'est-à-dire les 5 rayons. On va retrouver en surface les petits trous des plaques madréporiques, ce sont les plaques qui laissent sortir donc les gamètes. Et si je regarde la face ventrale, alors ici ça s'est un peu fracturé, donc là on voit l'intérieur du squelette, on retrouve la forme de l'étoile de mer. Je vous rappelle que les étoiles de mer sont des échinodermes de la même famille que les oursins, donc à une symétrie pentaradiée. Donc ici j'avais la fameuse lanterne d'Aristote, la bouche dont il me reste uniquement 4 dents qui se sont détachées, donc qui étaient accrochées un peu, voilà, comme ça, hop, donc il m'en manque une, vous voyez j'ai un trou là, et donc en fait elles étaient redressées, voilà, plus en tube, comme ça, et elles permettaient donc d'attraper les petites proies au niveau du sable. Ici vous avez un oursin qui a été découpé selon le plan équatorial, c'est-à-dire que si je prends la forme de mon oursin, là j'ai la bouche, là j'ai l'anus, hop, j'ai l'appareil digestif, eh bien on a fait une coupe comme ça, et on ouvre et on regarde à l'intérieur, et c'est ce qu'on observe là. Et qu'est-ce qu'on observe? Qu'on va retrouver les 5 gonades, avec ici au centre la bouche et le tube digestif. Résumons ce qu'on vient de voir sur la structure de l'oursin. Nous avons ici le squelette qui est dans la peau, qu'on appelle un test. À la base, la bouche, l'appareil digestif qui va remonter jusqu'à l'anus. Ici, vous avez les podia qui sont connectés entre eux. Et nous avons également à l'intérieur les appareils reproducteurs qui vont être connectés à la surface par les plaques madréporiques ici, qui vont être en fait des plaques contenant des ouvertures pour libérer les gamètes. Pour observer les gamètes des oursins, rien de plus simple, il suffit de prendre un bécher, de mettre de l'eau de mer, retourner l'oursin. Je vous rappelle que les gamètes vont sortir par les plaques madréporiques situées au sommet de l'oursin. Donc on va retourner l'oursin et on va injecter ici par la bouche du KCl, donc du chlorure de potassium. Ça va forcer les oursins à libérer leurs cellules reproductrices. Donc ici on a un filet blanc, ce sont les spermatozoïdes, et ici on a un filet orange, ce sont les ovules.
observons au microscope ces cellules reproductrices. Donc ici, spermatozoïdes, on reconnaît très bien la tête des spermatozoïdes et leur flagelle qui leur permet de nager. Et là, nous avons un ovule beaucoup plus gros. Observez les grossissements au microscope, x 300 pour l'ovule et x 800 pour le spermatozoïde. Donc on a une nette différence de taille entre les deux cellules reproductrices. Donc voyons la rencontre entre les deux. Qu'est-ce qui va se passer? Les spermatozoïdes, vous voyez, sont tout petits par rapport à l'ovule. Ils vont être attirés par l'ovule. Il ne va y avoir qu'un seul spermatozoïde qui va réussir à rentrer à l'intérieur. Et une fois que l'ovule a donc été fécondé par un spermatozoïde, nous avons une cellule œuf qui est formée. Et regardez autour, il y a une barrière qui empêche les autres spermatozoïdes de rentrer. Donc maintenant que nous avons une cellule œuf, cette cellule va se diviser pour donner 2 nouvelles cellules. Et les 2 nouvelles cellules vont se diviser pour donner 4 cellules, etc. Jusqu'à ce qu'on obtienne une larve. Nous avons ici l'évolution d'une larve d'oursin. Donc au démarrage, nous avons une masse de cellules non organisées. Puis progressivement, nous avons une petite larve en forme de tour Eiffel qui apparaît avec son entrée de bouche et sa sortie l'anus. Et cette larve s'appelle une larve Pluteus. Elle va ensuite trouver un rocher, se fixer dessus et se métamorphoser en oursin. Nous pouvons maintenant représenter le cycle de vie de l'oursin. Le cycle de vie va donc démarrer par un individu adulte mâle et un individu adulte femelle. Nous pouvons donc maintenant dessiner le cycle de vie de l'oursin. Le cycle de vie de l'oursin va démarrer par les individus adultes. Nous avons ici l'oursin femelle. Alors j'ai représenté à l'intérieur de cette coupe d'oursin 2 gonades, donc 2 ovaires qui vont produire des ovules. Donc je vous rappelle que vous en avez 5 à l'intérieur. Et au centre ici, c'est l'appareil digestif. Donc nous avons en surface de l'oursin des orifices qui libèrent des gamètes. Donc on va avoir des oursins femelles qui produisent un liquide de couleur orange contenant des millions d'ovules que vous avez ici. Donc ces ovules sont libérés dans le milieu extérieur, c'est-à-dire dans l'eau de mer. En parallèle, l'oursin mâle qui possède lui 5 gonades de type mâle, c'est-à-dire des testicules, va libérer par contre un liquide de couleur blanche qui contient des millions de spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes sont également libérés dans le milieu. Et ainsi, dans l'eau de mer, au milieu du plancton, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants microscopiques qui vivent sous la surface de l'eau, nous allons avoir la rencontre des ovules et des spermatozoïdes. Cette rencontre, ici, là, est représentée. Donc vous avez plusieurs spermatozoïdes qui vont se mettre sur un ovule, mais vous n'aurez qu'un seul, et ça c'est très important, un seul spermatozoïde qui réussit à pénétrer dans l'ovule. C'est la fécondation. Cette fécondation va donner une cellule particulière qu'on appelle la cellule œuf. Donc cette cellule œuf, hop, voilà, va se diviser pour donner 2 cellules. Chacune des 2 cellules vont se diviser pour donner 2 cellules, ça va faire 4 cellules, puis on aura 8 cellules, puis 16, etc. jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de cellules pour organiser une petite larve appelée Pluteus. Donc on complète la légende, la cellule œuf se divise de nombreuses fois jusqu'à obtenir une petite larve appelée Pluteus. Alors maintenant cette larve, elle va flotter, elle va être transportée par les courants jusqu'à ce qu'elle rencontre un rocher. Elle va se fixer sur le rocher et elle va subir une métamorphose. Donc la métamorphose, c'est la transformation qui permet le passage de l'état larvaire à l'état adulte. Et donc on va avoir un petit oursin. Et cet oursin va grandir. Donc il subit une croissance pour redevenir soit un mâle, soit une femelle. Voilà. Donc nous avons ici le cycle de vie de l'oursin. 2 individus de sexe opposé qui libèrent des gamètes dans le milieu extérieur. La fécondation est donc externe. On obtient une cellule œuf qui va donner une larve qui va se métamorphoser pour redonner un adulte. Étudions maintenant la reproduction d'un poisson qu'on appelle l'omble. C'est un poisson qu'on trouve communément dans les rivières et les lacs. C'est un poisson à écailles. La femelle omble va libérer ses cellules reproductrices appelées ovules. Elle va les libérer dans le nid que le mâle aura fabriqué. Donc on distingue ici le ventre de cette femelle avec la papille anogénitaux
urinaire que je vous montrerai dans une dissection juste après cela. Donc on voit très bien les œufs sortir un par un. Donc on appelle ça des œufs de poisson puisque vous en mangez, c'est ce qu'on appelle les œufs de lompe, le caviar, etc. Mais c'est un abus de langage, ce ne sont pas des œufs, ce sont des ovules. Pour que les œufs deviennent réellement des œufs, c'est-à-dire pour que les ovules deviennent des œufs, il faut que ces ovules aient été fécondés par les spermatozoïdes qui se trouvent à l'intérieur de ce liquide blanc que le mâle va venir libérer sur les ovules une fois que la femelle les aura tous déposés dans le nid. Donc c'est un moyen pour favoriser la rencontre des deux cellules reproductrices. Donc le mâle ne libère sa semence que si les ovules sont dans le nid. Les œufs vont ensuite éclore au bout d'un certain temps pour donner naissance. Donc là, hop, je vous dessine l'œuf qui est ouvert. Pour donner naissance ici à un petit alevin. Alors vous voyez que l'alevin, il a une poche ici. Donc si je le redessine sur le côté, j'ai ici la tête, la queue de l'alevin. Et là, j'ai une grosse poche qu'on appelle le jaune et qui fait penser au jaune de l'œuf de la poule. Et bien, en fait, oui, c'est quasiment la même chose. Ce sont des réserves d'énergie. Donc le petit poisson appelé alevin n'a pas encore fini d'être totalement formé. Il va sortir, il va aller se cacher dans les plantes aquatiques. Il va s'accrocher sur une feuille ou se cacher entre les feuilles. Il va finir de se développer, il va consommer toutes ses réserves d'énergie dans le jaune. Et puis quand il sera complètement formé, c'est-à-dire qu'il ressemblera à ses parents, voilà, un joli petit poisson, et bien il va aller se promener. Bon alors vous allez me dire, oui, bah oui, il ressemble à ses parents dès la naissance. Oui, c'est quasiment un développement direct, sauf qu'il sort de son œuf alors qu'il n'est pas tout à fait fini. Le corps du poisson est constitué en 3 parties, la tête, le tronc et la queue. Vous allez me dire comment on fait la limite entre le tronc et la queue. On repère la papille anogénito-urinaire. Donc en fait, toute cette zone-là, située juste avant la papille, c'est la zone où il y a toutes les viscères de l'animal. Et là, à partir de là, il n'y a plus que des muscles et de la colonne vertébrale. Donc là, c'est la queue. Donc ici, j'ai dégagé l'appareil digestif et je vois ici une gonade et une deuxième, là on voit la pointe juste là, ici. Donc ces gonades sont blanches, hein, je vais les soulever, regardez, je soulève la première, j'en ai une dessous. Alors blanche un peu rosée, vous les voyez là? Ce sont les testicules. S'ils étaient bien rose foncé, tout le long ce serait des ovaires. Donc là, j'ai finalement les 2 gonades qui vont produire les spermatozoïdes qui sont connectés, se dirigent en direction de la fameuse papille anogénito-urinaire. Résumons maintenant toutes nos informations en un cycle de vie. Le cycle de vie de l'omble, c'est le nom du poisson qu'on a étudié. Donc ce cycle de vie va démarrer par 2 individus. Un individu femelle qui va produire des gamètes femelles qu'il va libérer dans le milieu extérieur, ce sont les ovules. Donc bien sûr, elle possède des gonades, c'est-à-dire des ovaires qui vont fabriquer ces ovules. Chez le mâle, nous avons bien sûr des testicules qui vont libérer des spermatozoïdes, bien sûr dans le milieu extérieur. Alors contrairement à l'oursin, la femelle va pondre ses œufs dans un nid et le mâle va venir juste au-dessus, donc libérer les spermatozoïdes pour augmenter les chances de fécondation. Donc nous avons ici un grand événement, c'est la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des ovules et des spermatozoïdes. Donc si je dois le dessiner, j'ai mon ovule là et j'ai un seul spermatozoïde qui va rentrer dedans. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir une cellule œuf avec sa protection. Voilà, ça c'est une cellule œuf qui provient de l'union des 2 gamètes. Cette cellule œuf va subir plusieurs divisions successives. Et nous allons donc obtenir ce qu'on appelle un embryon. Cet embryon va s'organiser et va finir par former un petit poisson qui va ressembler à ses parents. Donc là, il est encore représenté dans un stade alevin. Il a sa poche du jaune, comme le jaune de la poule. C'est sa réserve d'énergie. C'est ce qu'on appelle un alevin. Donc maintenant, nous allons avoir un autre phénomène. Ça va être l'éclosion de l'œuf. Et donc, va sortir de l'œuf un tout petit poisson qui ressemble à ses parents. Nous avons donc ici
un développement dit direct, car à la sortie de l'œuf, nous avons directement un petit poisson. Ce petit poisson va subir une phase de croissance pour redonner soit une femelle, soit un mâle. Nous avons donc dessiné le cycle de vie des poissons. Chez les animaux à fécondation externe, on peut se demander comment dans l'eau de mer, par exemple, les spermatozoïdes d'oursin retrouvent les ovules. Alors, on peut faire une petite expérience. On prend une pipette d'eau de mer dans laquelle il n'y a pas eu d'oursin femelle. Les spermatozoïdes nagent un peu dans tous les sens. Et si on prend cette fois de l'eau de mer ayant contenu des ovules femelle oursin, vous voyez que tous les spermatozoïdes se dirigent vers cette pipette. Ils sont donc attirés par une odeur. Et donc les ovules oursins libèrent des odeurs qui attirent les spermatozoïdes. D'autres animaux, comme les polypes vivant dans les coraux, ont trouvé une autre technique. Vous voyez ici tous les petits points, ce sont des ovules qui sont libérés. En fait, tous les coraux du lagon vont libérer simultanément, c'est-à-dire en même temps, ovules et spermatozoïdes. Alors comment est-ce qu'ils font pour le savoir? Eh bien, ils se calent sur la lune. Voilà, la jolie lune. Alors, dans l'hémisphère sud, ça va être en septembre, octobre, novembre. C'est au début de la saison chaude et ça va être pendant les nuits de pleine lune où tous les gamètes mâles et femelles vont être libérés en même temps pour favoriser les chances de rencontre.